Nous le savons tous, nous parlons de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous allons commencer par la prière comme d'habitude. Et pour ça, j'invite la secrétaire générale Maman Biba pour la prière d'ouverture. Père éternel, nous venons auprès de toi te rendre grâce et te glorifier et te louer pour tes bienfaits sans nombre envers nous. Merci pour ce moment précis où tu as permis que nous puissions nous retrouver pour parler de ce qui se passe dans notre pays. Avec SID. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Congo et Kolobo. Encore. Merci. Président élu adressé au peuple congolais en rapport avec la situation qui prévaut à Kwamout. Peuple congolais, lorsque le ciel s'assombrit, dit-on, la pluie n'est plus loin et l'orage peut gronder la nuit prochaine. L'heure est grave. La cohésion nationale, colonne vertébrale de l'unité de notre pays, est gravement menacée. Au moment où notre pays est agressé par le Rwanda, je suis convaincu que ce qui se passe à Kwamout n'est pas un fait isolé. À coup sûr, il doit participer d'un complot ourdi par les ennemis de notre pays pour le déstabiliser et au besoin provoquer son implosion. Aucun Congolais digne de ce nom ne peut l'accepter. Il est donc du devoir de tout un chacun de se mobiliser pour stopper cette poussée divisionniste et protéger l'héritage que nous ont légué nos pères de l'indépendance. C'est ainsi que j'en appelle à la prise de conscience de chacun de nous et au sens de responsabilité qui doit nous caractériser en pareille circonstance pour prendre la mesure du danger existentiel qui guette notre pays. J'appelle en conséquence tous les Congolais vivant à Kwamout au calme. Je sais que le Yaka et le Teke sont un même peuple et ont toujours vécu en parfaite harmonie. Les actes affreux qui s'y commettent aujourd'hui ne font pas partie de notre culture. C'est pourquoi j'exhorte tous les Congolais à la vigilance et surtout à ne pas céder à une quelconque instrumentalisation ou manipulation qui mettrait en mal la concorde nationale. Nous devons absolument combattre le démon de la division. Et en aucun cas, il ne doit triompher sur la cohésion de la grande famille congolaise. Ainsi, je clame tout effort, Congo et Kolo Moko. Congo, un pays uni et indivisible. En écho à notre hymne national qui doit résonner et vibrer à l'intérieur de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Congo, fait à Kinshasa le 24 août 2022, Martin Fayulu Madidi, président élu. Voilà, pour le programme d'aujourd'hui, en principe, nous aurons 3 intervenants, disons 4. Nous allons commencer par, on devrait en principe commencer par la situation qui prévaut à Kwamout, mais aussi aujourd'hui dans le Kwilu, parce que vous savez que ce qui a commencé à Kwamout a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, les conflits s'est étendu même jusque dans la province voisine du Kwilu. Nous allons commencer par la situation sécuritaire en Ituri avec notre frère Luc Malembe. Après, nous allons donner la parole à l'honorable Kassekwa, l'élu de Goma, pour nous parler de la situation sécuritaire au niveau du Nord Kivu. Et puis après, nous allons donner la parole au secrétaire général pour faire la synthèse. Sans plus tarder, je m'en vais accorder la parole
à Luc Malébé. Vous avez la parole, camarade. Messieurs le secrétaire général et distingués membres du bureau national, chers camarades, bonjour. Avant que je n'aborde la situation de l'Itourie, avec l'espoir que l'honorable Mambo sera là, je voudrais juste placer un mot par rapport à la situation de Kwamout, au cas où l'honorable ne sera pas là. C'est qu'il est devenu clair que nous avons toutes les raisons de croire que c'est le Rwanda qui est derrière ce qui se passe dans les Mai Ndombe. Vous avez tous lu l'alerte lancée par notre ambassade à Bangui, en Centrafrique, qui affirme que les militaires ou les contingents rwandais qui est déployé dans la mission de l'ONU en Centrafrique déploient plutôt ces troupes le long de notre frontière. Et je voudrais vous rappeler que l'actuelle dame qui dirige la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, est rwandaise. Donc, comprenez tout le... En fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment M. Kagame et le Rwanda fonctionnent. Ils sont en train de nous distraire avec des histoires de négociations avec Tshisekedi, mais dans l'entretemps, eux, ils passent à la vitesse supérieure du côté ouest du pays, parce qu'on avait déjà prévenu que la présence de l'armée rwandaise en Centrafrique, le fait pour le Rwanda d'avoir acheté 2 bases militaires au Congo-Brazzaville en face de Kinshasa, on savait déjà que quelque chose se préparait. Malheureusement, ces régimes ici, les gens sont dans la jouissance, dans les mariages. Et lorsque le Congo-Brazza a vendu des bases militaires au Rwanda pour nous surveiller de près, notre prétendu gouvernement n'a rien fait pour protester. C'est là qu'il fallait commencer, ça n'a pas été fait. Donc nous avons aujourd'hui toutes les raisons de croire que le Rwanda est derrière ce qui se passe également à Kwamout. Alors, je reviens maintenant pour la situation actuelle en Itourie. Je crois que vous avez suivi que le Premier ministre de M. Tshilombo, M. Sama Lukonde, a séjourné à l'est, donc en Itourie et au nord Kivu, encore une fois selon lui pour procéder à l'évaluation de l'état de siège. Je rappelle que c'est la 3e fois en 17 mois d'état de siège que M. Sama Lukonde arrive pour la même mission. Il est déjà revenu dire qu'il vient évaluer l'état de siège. Et à chaque fois qu'il le fait, tout le monde lui dit, nous, on ne voit pas. On ne voit rien, on ne voit rien qu'on attend même. Il faut lever cette histoire. Mais au moins, cette fois-ci, pour une fois, toutes les forces vives de la province lui ont dit qu'il faut immédiatement lever l'état de siège. Parce que le problème, c'est quoi? Au même moment, la CENI annonce le début de l'opération d'enrôlement des électeurs d'ici décembre. Même si nous n'avons même pas de calendrier électoral. La question se demande comment on va faire l'enrôlement sans calendrier électoral. Lorsque des journalistes posent cette question à M. Tshilombo, il dit que le calendrier électoral, c'est pas ça qui organise les élections. Donc selon Tshilombo, on commence par l'enrôlement des électeurs, ensuite les élections et après les calendriers. Mon Dieu. Alors, mais au moins, si la CENI dit qu'elle va commencer l'enrôlement des électeurs d'ici décembre, je vous rappelle ici que l'enrôlement des électeurs, c'est une opération politique. Les gens doivent tenir des meetings pour préparer ou pour encourager la population à aller se faire enrôler. Mais les activités politiques sont supposées suspendues sous état de siège. Même si nous voyons des caméras en train d'aller tenir des meetings, en fait, les seuls qui sont autorisés à tenir des activités politiques, c'est les gens de la famille de Tshilombo. Nous avons vu Moïndo Nzangi aller lancer son parti là-bas. Nous avons vu Kamere, même l'épouse de Tshisekedi était partie là-bas, elle a tenu un meeting. Mais nous, l'opposition, vous ne pouvez pas oser. Vous ne pouvez pas oser, on va vous opposer l'état de siège. Donc en fait, c'est un état de siège qui n'existe plus que de nom. Alors, donc je disais que par rapport à la visite de M. Sama Lukonde, tout
le monde lui a dit qu'il faut lever en toute urgence cette histoire d'état de siège. Mais on sait que ce n'est pas la première fois qu'il arrive et qu'il dit j'ai écouté, je vais donner rapport et puis il n'y a rien qui va suivre. Parce qu'au même moment, on a prorogé l'état de siège, je crois, dans le Conseil des ministres de ce vendredi. Alors, je crois que l'honorable Kaseko va nous parler du séjour de M. Sama du côté du Nord Kivu. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'Ituri, tout le monde a été clair. D'ailleurs, au Nord Kivu, ils sont dans des manifestations d'ailleurs pour déclamer la fin de cette histoire d'état de siège. Alors, côté sécuritaire, c'est que il n'y a rien qui a évolué. La province semble placée dans une situation carrément de non-État où les groupes armés se promènent partout, se combattent pour contrôler des sites miniers, pendant que les généraux qu'on a envoyés là pour prétendre faire un état de siège, eux-mêmes sont dans les affaires, ils sont à la recherche de l'or, ils sont en train de vendre les militaires aux Chinois, aux entreprises chinoises qui exploitent de l'or, y compris dans la réserve de Fona Okapi, où toute exploitation est interdite. Donc, sous cette administration militaire, ces généraux sont allés chercher tous les Chinois partout où ils se trouvent au monde, où ils sont en train de les amener là-bas. Et vous allez trouver que des militaires qui sont censés protéger la population protègent plutôt les Chinois. Il y a une société, par exemple, dans le territoire de Mambasa, une société chinoise, ça s'appelle Kimia Mining. On me dit que cette société est gardée par plus de 200 militaires FARDC. 200 militaires. Dans cette région où les ADF contrôlent la quasi-totalité de la route nationale numéro 4. Donc, des militaires qui étaient censés faire la guerre, protéger la population, protègent plutôt les Chinois en échange de l'or pour le compte des généraux qui sont là et qui disent qu'ils sont venus nous donner la paix. Voilà la vraie situation. Donc, vous allez trouver dans tout un village, il y a 2 militaires moins armés, et quand les ADF attaquent, ben, ils ne peuvent pas résister. Et c'est la population qui doit mourir tous les jours. C'est pour cela que nous, on a demandé à ce qu'on laisse les militaires rentrer, se consacrer uniquement aux opérations militaires. C'était une erreur de les avoir mêlés dans la gestion politique et administrative des provinces. D'ailleurs, il faut craindre même que l'erreur de M. Tshilombo d'avoir mêlé les militaires au pouvoir politique, ils prennent déjà le goût, ils prennent déjà le goût du pouvoir politique avec tout ce qu'il y a comme argent, tout ce qu'il y a comme avantage du pouvoir. Et c'est comme ça qu'ils ne veulent plus quitter là-bas. Ils ont besoin qu'on les laisse le plus longtemps possible. Les généraux, nous qu'on a en Ituri, en train de corrompre tout le monde, les députés nationaux, tout le monde, les députés pour les notabilités locales, pour dire non, il faut maintenir l'état de siège. Et c'est pour la première fois évidemment, il a tenté encore lorsque M. Sama Lukonde était là, pour la première fois au moins, la grande majorité a dit clairement que non, c'est terminé, il faut mettre fin à cette histoire d'état de siège. Parce que nous, on ne peut pas aller à l'enrôlement des électeurs sous état de siège. C'est inacceptable et je crois que la hiérarchie du parti va devoir communiquer sur ça. On parle d'aller aux élections, on s'est dit qu'on veut organiser l'enrôlement. La première chose à faire, c'est lever l'état de siège. Merci beaucoup. Comme mon camarade Luc l'a dit, sur le plan de l'état des lieux, pratiquement rien n'a changé. La fois dernière, je vous ai rappelé les grandes lignes de l'état des lieux qui se résument pratiquement à ceci. Premièrement, à territoire de Rutshuru, la cité frontalière de Bunagana a été prise sous contrôle des agresseurs M23 RDF en date du 13 juin 2022.
Aujourd'hui, 27 septembre 2022, ça fait pratiquement 106 jours d'occupation. 106 jours où Bunagana est occupé, mais également plusieurs villages des groupements voisins à Bunagana. Vous avez les groupements de Jumba, vous avez les groupements de Bweza, vous avez les groupements de Gisigari, vous avez les groupements de Busanza. Le fameux M23 occupe des villages. Dans ces groupements-là, la cité de Bunagana, elle est la plus emblématique. Ces villages ont été occupés par ces gens du M23 depuis le mois de mars. Et cette région-là constitue les greniers agricoles du territoire de Rutshuru et de toute la partie sud du Nord Kivu. De telle sorte que, avant que cette partie ne soit sous occupation des agresseurs, un sac de haricots coûtait 55 $ en ville de Goma. Mais depuis que l'agression a occupé ces zones, le sac de haricots est passé à 83 $ à Goma. Une différence d'environ 30 $. Et ce prix est encore maintenu à ce niveau parce que jusqu'à ce jour, le territoire de Massissi fournit la récolte. Cette récolte qui va bientôt prendre fin avec ce mois de septembre, c'est dire que d'ici octobre-novembre, la flambée du prix des haricots, des denrées alimentaires dans la partie Est sera beaucoup plus forte. Mais qui dit partie Est dit également Kinshasa parce que beaucoup de denrées que nous consommons ici viennent de là. Alors, pendant que ces entités demeurent sous occupation, les populations qui habitaient autochtones de ce coin ont pris fuite. Une partie s'est orientée en Ouganda, une autre au centre du territoire de Rutshuru, une autre partie est venue jusque dans les périphéries de Goma. Toutes ces populations sont sans assistance. Bien plus, il y a de cela 2 semaines, l'Ouganda a décidé d'expulser ces populations-là pour les contraindre à retourner dans les zones sous occupation du M23. Les populations ont refusé. La société civile du territoire de Rutshuru, avec des notabilités en province, ont mobilisé des moyens de transport pour ramener ces populations de l'Ouganda vers le centre de Rutshuru, où ces populations sont sans assistance. Mais les services de sécurité ougandaises ont escorté 2 gros camions, des gros bus dans lesquels il y avait une centaine de compatriotes, et ces services les ont ramenés de force jusqu'à Bunagana. De cet état de lieu, vers la partie nord de la province, en ville de Butembo, je vous ai rappelé ce qui s'est passé dans la nuit du 9 au 10 août, où le présumé ADF ont organisé une attaque spectaculaire contre la prison. Ils ont porté plus de 822 détenus jusque dans la chefferie voisine de Bachou. Il n'y a eu aucune poursuite contre ces gens-là. Alors qu'il n'y a pas de forêt, ce ne sont que des champs. Et donc, toute la ville des évadés était visible aux yeux de tout le monde. Mais tous les services de sécurité, services de défense, se sont refusés d'intervenir. À territoire de Beni, Irumu, Mambasa, Djougou, la situation sur le plan de l'état des lieux ne cesse de se détériorer, comme l'a dit Luc Malemé. Avant l'état de siège, les tueries, de même que les incendies de véhicules, étaient déplorés dans la zone qui va de Eringeti à la ville de Beni
de Beni à Kassindi et dans toute la forêt de Mayango, ce qu'on appelait le triangle de la mort. Depuis l'instauration de l'état de siège, les ADF ont considérablement élargi les rayons d'action. D'abord sur tout le territoire de Aru, ils sont partis de Eringeti pour attaquer à maintes reprises les agglomérations de Mambelenga, de Otomabé, de Idou, de Ofaï, de Komanda, de Tchabi, de Boga, non seulement jusqu'à Komanda, mais ils ont longé la route qui va vers Mambasa et plusieurs agglomérations, notamment Bandiboli, Bawanza, Mungamba, Lolwa, Tonitoli, Mandima, Mayuano, Luemba, Biakato, Teturi, Bela, Djiapanda, Makiki. Toutes les agglomérations sont victimes de massacres à répétition. À 16 ans d'état de siège, ils ont élargi les rayons de massacre jusqu'à une distance de 300 km de longueur, 200 km de largeur. Et je rappelle ici que Mambasa n'est pas loin de Kisangani. Mon camarade a parlé déjà de la réserve à Okapi, c'est à Mambasa et Poulou. Mambasa a moins de environ 200-250 km de Kisangani. Si donc ils ont pu étendre les massacres sur une longueur de 300 km à 16 mois, sans rencontrer la moindre offensive, rien n'interdit que dans les mois qui suivent, ces gens-là se permettent d'aller jusqu'aux portes de Kisangani. Et Kisangani, c'est le chemin direct vers Kinshasa par le fleuve. C'est dire que l'intégrité territoriale est gravement entamée au quotidien. Chaque jour où nous laissons faire ses aventures, rassurons-nous que le pays est en train de perdre des bases entiers qui passent sous les contrôles des groupes terroristes. À côté de cette intégrité territoriale qui est gravement entamée plus que jamais, le nombre de victimes de ces tueries ne cesse d'augmenter. Le dernier rapport publié par deux collègues élus de Boutemo a relevé le nombre de 4500 personnes massacrées dans les trois territoires de Irumu, Mambasa, Beni. Si vous y ajoutez le nombre de personnes tuées à Djougou, ça dépasse les 1000. Ça, c'est jusqu'à la date du 31 mars. Mais si vous ajoutez ceux qui ont été tués en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, eh bien, nous avoisinons facilement les 7000 à plein état de siège. Sans compter le nombre de véhicules incendiés au quotidien. À Ville de Goma, c'est pareil. Il se développe ce que l'on appelle le phénomène 40 voleurs. En réalité, ce ne sont plus 40. On parle maintenant de 80. C'est-à-dire 80 assaillants viennent attaquer des maisons dans une avenue pendant 2 heures, pendant 3 heures. En plein état de siège, Goma, c'est le chef-lieu du Nord Kivu, où vous avez les gouverneurs militaires, vous avez le vice-gouverneur policier, vous avez le maire de ville policier, vous avez les deux bourgmestres, mais à plus de ce phénomène qui prend de l'ampleur, vous avez des cas de kidnapping au quotidien. Voilà quelques éléments de l'état des lieux. Face à ce tableau sombre, la société civile de la province du Nord Kivu a déclenché une série de manifestations pacifiques. La première annonce de manifestation avait été lancée à mi-août par la société civile du territoire de Rutshuru,
qui avait annoncé une marche pacifique qui devait partir de Rutshuru jusqu'à Goma, c'est-à-dire une marche sur une distance d'environ 75 km. Cette marche était prévue pour le 22 août. Le gouverneur militaire s'est donné la peine d'aller à la rencontre des populations de Rutshuru pour prendre langue avec elles et les rassurer que la cause de leur colère allait trouver une réponse favorable. La revendication de la société civile était déplacée de Rutshuru était laquelle? C'est que la population constate que depuis le début du mois de juillet, les FARDC ne lancent plus d'offensive. Les initiatives d'attaque sont déplorées dans les rangs des agresseurs, M23 et alliés. Les FARDC ne font que défendre leur position vaillamment. Et la population, sous l'initiative de la société civile, a lancé donc cette initiative de marche. Le gouverneur militaire, au cours de son séjour à Rutshuru, il a rassuré que des offensives allaient être lancées et que Bunagana allait être récupéré. À la suite de cette entrevue, la société civile a dit sur soi son initiative de marche, mais un mois plus tard, rien ne change. D'où l'initiative lancée par la coordination de la société civile du Nord Kivu, appelant à 1 à 2 journées villes mortes en date du 26 hier et le 27 aujourd'hui dans la ville de Goma comme en territoire de Rutshuru. La population a observé scrupuleusement ces mots d'ordre. Hier comme aujourd'hui en ville de Goma, boutiques, écoles, banques étaient systématiquement fermées. Les commerces dans les marchés n'ont pas fonctionné, la circulation n'a pas fonctionné, et par solidarité, le week-end dernier, les habitants de la ville de Bukavu, par la continue à travers la société civile, ont aussi lancé un mot d'ordre pour une ville morte qui a été observée aujourd'hui 27 septembre 2022. Les revendications qui sous-tendent ces villes, ces journées villes mortes, sont à trois. La première, mettre fin à ce cessez-le-feu unilatéral et laisser les mains libres au FARDC pour libérer Bunagana et toutes les agglomérations sous occupation du M23 et de ses alliés. Deuxièmement, demander la levée de l'état de siège qui n'a plus sa raison d'être. Et tertio, demander le retrait de la MONUSCO qui a avoué qu'elle n'était d'aucun secours face au M23. Alors, est-ce que ces manifestations sont attendues? Jusqu'ici, il n'y a pas de réponse. Et la société civile compte intensifier ce mot d'ordre, sauf changement à Béni. Ces manifestations sont prévues pour le jeudi prochain. Voilà de ce qui est de ces manifestations-là. Enfin, je voudrais parler, avant de terminer, de la fameuse force régionale. Nous apprenons que les Burundais sont déjà au sud Kivu pour traquer les rebelles burundais de Red Tabara. Nous apprenons également que des contingents kenyans seraient entrés par la frontière de Ishasha à territoire de Rutshuru, mais l'information n'est pas encore vérifiée, que des matériels seraient entrés par Kassindi, mais d'autres sources disent par Goma. Il n'y a pas encore de confirmation là-dessus,
Mais ce qui est révoltant, c'est que le général kenyan qui vient à la tête pour commander cette fameuse force régionale aurait déclaré que les troupes kenyanes ne viennent pas pour affronter les M23. Elles viennent plutôt pour servir de forces tampons entre les M23 et les FARDC pour éviter de nouvelles violences et permettre à ce que le processus de Nairobi aille bon train, aboutisse. Si telle serait la mission pour laquelle cette force régionale intervient, elle ne différerait en rien à la première conception de la MONUSCO, qui était venue comme une force d'interposition en vue de permettre la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu de Lusaka et s'interposer entre les belligérants de l'époque et favoriser le dialogue. Autrement dit, la force régionale s'interposerait entre FARDC et M23. Il n'y aurait plus d'offensive. Pendant ce temps-là, le dialogue commencerait entre le pouvoir de M. Tshilombo et les M23. Et le pays contributeur de ces troupes de la force régionale, comme nous l'avons vécu sous la MONUSCO, ce pays-là vont faire de leur déploiement un motif, un objet de chantage, de pression, pour que rapidement l'on réponde au cahier de charges du M23 afin de permettre à la force régionale d'être élevée dans l'intervalle de 6 mois initialement convenu. Et donc, sauf changement, si tel est le concept opérationnel de déploiement de cette force régionale, c'est un danger. Et à mon avis, si cela se confirme, cher Banamboka, je pense qu'il ne serait pas responsable de notre part de continuer à croiser les bras, laisser ces manifestations être l'affaire de Goma, de Rutshuru, de Beni, Butembo, Bukavu, parce que avec ces accords-là, eh bien, le Rwanda, l'Ouganda, tel que Guterres l'a dit, tel que Macron a tenu la main de ces deux poulets à New York, eh bien, les accords qui vont sortir de ces schémas de dialogue qui est déjà à vue, l'arrivée d'Obasanjo le mois dernier à Kinshasa et son apparition autour de M. Félix Tekamere, le déploiement, la tournée Tekamere aujourd'hui à l'Est, où il prétend prêcher au nom du dialogue, ce ne sont pas des faits anodins. C'est dire que, comme en janvier 2007, avec les accords de mixage, comme en janvier et mars 2009, avec le fameux accord du 23 mars 2009, un nouveau schéma d'accord est en route et qui sera défini en dehors du contrôle de l'opinion publique congolaise, en dehors même des fameuses institutions telles que le Parlement qui ont complètement démissionné. Il ne reste donc que les contrôles citoyens pour dire non à cet agenda qui va davantage hypothéquer la souveraineté de notre pays et fragiliser l'armée et les services de sécurité tels que nous en connaissons les conséquences. Face à cette menace, la société civile du Nord Kivu estime qu'il est impérieux de lutter davantage pour que rapidement l'état de siège soit levé. Parce que finalement, on comprend que le motif caché de l'état de siège serait finalement d'empêcher aux populations de se mobiliser pour rejeter cet agenda-là
s'opposer à cette force tampon de la force régionale. Au nom de l'état de siège, les manifestations seront systématiquement réprimées et il faudrait que par solidarité, comme sous l'occupation de 98-2023, que ce soit les Congolais habitant les villes libres qui se mobilisent à vue de sauver le pays de cette menace. Quand cela ne tient, la population de Goma a par exemple démontré le 20 décembre 2021, lorsque nous avons appris l'éventualité du déploiement de la police rwandaise à Goma, eh bien, cette population est sortie massivement. Et c'est sa mobilisation qui a mis en échec cet agenda de déploiement de la police. Si donc ce schéma de force tampon se confirme, je peux vous rassurer que la population de Goma, la population des grandes villes du Nord Kivu, de Rutshuru, la population de Bukavu ne vont pas rester bras croisés parce qu'il en va du salut de notre pays, il en va de la défense de l'intégrité de notre territoire. Enfin, je termine par quelques observations sur la communication de M. Tshilombo, d'abord à la tribune des Nations Unies à New York, et ensuite son interview sur France 24 et RFI. Alors, à la tribune des Nations Unies, il a tenu un discours de façade, un discours de fermeté de façade destiné simplement à séduire et à tromper l'opinion publique congolaise. Un discours dans lequel il a pointé du doigt le Rwanda, un discours dans lequel il a dénoncé la Libye de l'argument évoqué par le Rwanda, celui de la présence des FDLR à l'aide de la RTC et de leur prétendue collaboration avec certains officiels congolais. Mais ce qui contredit le discours d'apparence de M. Félix, c'est notamment un certain nombre de faits. D'abord, différemment de son discours de septembre 2021, dans lequel il s'était apaisanti sur l'état de siège qu'il venait d'instaurer 4 mois avant, en le présentant comme la mesure de salut public, dans son discours du 21 septembre 2022, il s'est interdit de parler de l'état de siège. Certainement que sa conscience l'accusait du fait du fiasco de cet état de siège. Et il est important qu'on le pousse jusqu'au bout de la logique pour soit levé le plus rapidement possible. Mais curieusement, lorsque sur France 24 RFI, la question lui a été posée au sujet de l'état de siège, il a démontré que, en fait, l'objectif de l'instauration de l'état de siège était autre que l'instauration de la sécurité. Parce qu'il a dit que l'élément qui prouve que le bilan de l'état de siège est positif, c'est que les recettes de la province de l'Ituri et du Nord Kivu ont considérablement augmenté pendant la période de l'état de siège. En d'autres termes, M. Félix a instauré l'état de siège pour que les militaires procèdent à la surtaxation sur ces populations meurtries, pour que ces militaires multiplient les barrières sur les routes, pour que les tracasseries augmentent et qu'ils se réjouissent de ce qu'ils appellent maximisation des recettes. Sans honte, sans scrupule, il le dit sur les 2 chaînes mondialement suivies. C'est révoltant. Deuxièmement, de la contradiction de sa communication,
c'est qu'en même temps que du haut de la tribune des Nations Unies, il pose la question au Rwanda de savoir de quel FDLR s'agit-il. Paradoxalement, il a signé la feuille de route de Luanda du 6 juillet 2022. Et au premier point de cette feuille de route, il est dit que la RDC reconnaît avec le Rwanda que la présence des FDLR à l'est de la RDC constitue la principale cause des tensions actuelles entre la RDC et le Rwanda. Ils ont omis de dire que c'est l'M23. Et Félix a posé, du moins son pouvoir, a posé la signature sur cette feuille de route et il a pris l'engagement de travailler à la neutralisation immédiate du M23. Autrement dit, à Luanda, assis côte à côte avec Kagame, il épouse complètement le discours du Rwanda. Mais du haut de la tribune des Nations Unies, pour masquer l'opinion publique congolaise, il change de langage. Autre élément du discours, si réellement il y a rupture de confiance entre le Rwanda et la RDC, mais comment expliquer que l'ambassadeur du Rwanda continue à se balader dans les rues de Kinshasa? Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'aujourd'hui, l'ambassadeur de la Russie se retrouve à Kiev, en Ukraine? C'est possible. Et le soir, il se retrouve en tête-à-tête avec Kagame autour de Macron. Et Nyakeru se retrouve également en tête-à-tête avec l'épouse à Kagame. C'est-à-dire qu'il y a une farce dans ces discours-là. On peut multiplier beaucoup d'autres éléments qui dévoilent ces contradictions flagrantes à ces discours. Face à cette situation, chers amis, l'état des lieux dramatique, Bunagana, 106 jours d'occupation, Beni, le bilan au-delà de 5000 tués, Beni et Mambasa, Djougou, à Bunia, les groupes armés qui étaient jadis dormants et qui s'étaient déjà déclarés favorables au processus de démobilisation avant le temps de siège. Aujourd'hui, ces groupes armés ont repris la bête, le poil de la bête, et ils font des attaques jusque dans la ville même de Bunia. Certains ont leur quartier général dans des quartiers de la ville de Bunia, à plein état de siège. Donc l'état des lieux, il est effrayant. Je vous ai dit que Mambasa n'est pas loin de Kisangani. Kisangani, c'est le chemin du fleuve, chemin direct jusqu'à Kinshasa. Or Kinshasa, nous avons déjà la situation dans le Maïnomé, dans le Kwilu. C'est dire que le pays s'embrase, chers amis. Face à cette situation, et la force régionale qui vient à force tampon pour accomplir cet agenda de dialogue, et donc c'est l'avenir de notre pays qui sera défini par des envoyés de Macky Sall à Luanda, par des envoyés de la communauté d'Afrique de l'Est, nos agresseurs, à notre absence totale. Personne ne contrôle qu'est-ce qui sera dit, quel est le cahier de charge de ce pseudo M23, tripartite Ouganda, Rwanda, avec quel pouvoir à Kinshasa. Face à cet état de choses, j'estime, chers amis, chers Banamboka, les idées étant un parti d'avaga. De la même manière qu'en 2012, dans les cadre de forces acquises au changement, nous avons été le premier à mobiliser l'opinion publique à Kinshasa, et cela s'est répandu dans les autres villes contre la menace M23 de l'époque. J'estime qu'il est temps que nous réfléchissions de plus en plus comment nous allons passer
de nos réunions de chaque mardi à des actions concrètes en synergie avec la population de Bukavu, qui est en ville morte aujourd'hui, en synergie avec la population de Goma et de Rutshuru, qui est en ville morte hier et aujourd'hui, en synergie avec la population de Beni, qui lance une série de manifestations pacifiques ce jeudi, et j'ai appris la société civile de Maniema, de l'Ituri, du Sud Kivu et du Nord Kivu compte lancer une série d'actions coordonnées dès le 10 octobre prochain, parce que ces populations estiment que l'heure est grave. Je vous remercie. Je m'en vais très rapidement donner la parole au secrétaire général pour un complément d'information, et puis après, nous passerons au jeu de questions-réponses. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Cher Mwanamboka Adrien Malenga, secrétaire national et en charge de la formation idéologique et de l'administration de notre parti, modérateur du jour pour la parole. Cher Banamboka, nous venons là de suivre le récit triste des événements qui se déroulent dans notre pays. Quelle est finalement la leçon que nous devons tirer? Rappelons-nous qu'un message adressé à la nation, le président élu, le commandant du peuple, Martin Fayulu Malidi, avait souligné que si le régime passé avait laissé le projet de la balkanisation de notre pays à 50%, en une année, 2 ans, M. Antoine Félix Tshilombo a ramené le projet rapidement à 80%. Et nous y sommes aujourd'hui. Vous comprenez très bien que M. Tshilombo est en train de mentir à la population. Il est conscient lui-même, M. Tshilombo, qu'il ment. Et il sait que la population est au courant qu'il est en train de mentir. Nous savons qu'il est en train de mentir. Mais malgré tout ça, il continue quand même à mentir. Et nous le laissons mentir. C'est notre responsabilité qui est en jeu. Le président élu a lancé un cri d'alarme à ce qui s'est passé ou ce qui se passe présentement dans la province de Maïdombe, précisément à Kwamout. Peut-être les gens n'ont pas cru. Mais hier, c'est Fatundu dans le Kwilu qui était attaqué. Et au moment où nous parlons, nos compatriotes de Fatundu dans le territoire de Bagata, la province du Kwilu, sont en brousse et dans la forêt. L'honorable Jean Bosco Mambo, l'honorable Mambo, qui est en route, qui est revenu hier du terrain, devrait nous rejoindre pour nous dire qu'est-ce qui se passe réellement. Mais la question que le président élu est à se poser, que font les policiers et les militaires qui inondent les rues de Kinshasa? Que font ces policiers et ces militaires qui sont déployés à travers toute la ville de Kinshasa lorsque nous organisons des manifestations pacifiques? Nous sommes à moins de 200 km de Kinshasa.
La situation est en train de se dégrader chaque jour qui passe. C'est à Kwamout. Et hier c'était à Bagata dans les Kwilu, ça sera à Kenya et finalement ça sera à Kinshasa. Chers amis, il y a un complot pour imploser notre pays de l'intérieur. Pendant que toutes les frontières sont menacées. La réponse à tout cela est claire. Dans les manifestes de Kisangani, chers amis, chers camarades, chers Manamboka, aussi longtemps que nous laissons M. Tshilombo ramener tous les pays du monde en RDC, qui deviendra comme un pays où vous avez toutes les armées étrangères. Il est en train de somaliser le pays aussi longtemps que nous croyons que ce sont les armées étrangères qui vont résoudre le problème de notre sécurité en négligeant nos enfants, en négligeant nos filles, nos femmes, nos mères, nos papas, nos frères, nos sœurs qui ont choisi de travailler sous les drapeaux. Ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas correctement soignés, ils ne sont pas bien logés et surtout, pendant la guerre, ils ne sont pas bien payés. Et plus, ils sont infiltrés. Aussi longtemps que notre armée sera abandonnée, cher Manamboka, nous allons assister au départ sous nos yeux de notre pays. Le pays sera occupé. Donc nous devons nous lever, comme l'a dit l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. C'est à nous. C'est nous qui devons nous lever. C'est nous qui devons conscientiser la population. C'est nous qui devons éveiller les consciences populaires pour barrer la route aux jouisseurs qui considèrent que ce pays, c'est un gâteau qu'ils se partagent entre membres de famille. Les fraudeurs qui avaient fouillé, qui n'avaient pas voulu respecter la volonté du peuple congolais, ils ne sont pas redevables vis-à-vis de la nation. Mais d'où viennent les armes du M23? Le M23 a quelle usine de fabrication d'armes sophistiquées? Nous le savons, ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. On nous prépare psychologiquement à comprendre la nécessité de retirer les forces de la MONUSCO et de les remplacer par les forces des pays agresseurs, de façon à achever la dernière étape de la balkanisation de notre pays. Nous le savons déjà. Le plan qui est en place, c'est qu'il faudrait que la MONUSCO se retire, laisse derrière elle un vide, et ce vide sera comblé par les armées rwandaises, ougandaises, burundaises, qui ont déjà des prétentions territoriales dans notre pays. Nous savons ce que les Rwandais veulent. Ils ont besoin du Nord Kivu. Ils ont besoin de nous amputer le Sud Kivu. Ils ont besoin de territoires. Et si nous ne prenons pas attention, ce sera très grave. L'honorable Jean-Baptiste l'a bien souligné. M. Tshilombo déclare sur une chaîne internationale que les forces kenyaines vont entrer par Bunagana. Alors qu'il sait qu'il n'a même pas un policier à Bunagana. Il sait que Bunagana est occupé. Mais quand les forces du Kenya vont entrer par Bunagana, qui va les recevoir? C'est le M23. Alors, est-ce que ces forces-là vont-elles combattre le M23 qui va les recevoir? Non. C'est qu'il y a un complot. Donc les forces qui arrivent sont les forces de soutien au M23. Voilà, chers amis, nous pensons que en tant que parti avant-gardiste, nous ne devons pas laisser les compatriotes qui ont vendu leur âme sacrifier l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants,
Patrice Emery Lumumba est mort à 36 ans pour que le Congo soit libre, pour que le Congo soit prospère et pour que nous soyons un pays indépendant. 62 ans après, il est concevable que ce peuple congolais qui avait réussi à chasser les Belges soit recolonisé par un petit pays comme le Rwanda qui est en train de nous encercler. C'est impensable. Nous avons des repères historiques de gloire. Nous avons relevé les défis les plus difficiles. Et aujourd'hui, nous avons la mission d'accompagner nos compatriotes qui résistent, qui sont en face des adversaires, qui continuent à résister main nue, sans armes, main nue, sans armes. Et nous devons renforcer le combat, renforcer la lutte pour que nous puissions libérer notre pays. Je vous remercie. Moi, c'est David Mouimou. Je suis vraiment choqué de voir la Constitution de la République de 2006 qui avait déjà planifié la balkanisation de notre pays. Si je vais à l'article 217, c'est grave. Donc les larmes aux yeux m'ont coulé pour voir cet article qui planifiait déjà en son temps la balkanisation de notre pays. Je cite: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords, associations ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je ne comprends pas qu'est-ce que l'unité africaine vient faire ici chez nous avec notre constitution. Si je parcours encore l'article 4 de cette même constitution, tu vas voir que ce sont déjà des choses qui étaient déjà planifiées en avance. Je ne vais pas citer cela, mais je vous demanderai de lire ça. L'article 4 et l'article 51, vous allez voir que c'est le plan de balkanisation qui était déjà planifié à la constitution de notre pays. Donc, cette constitution doit être révisée. Ça doit être révisé, sinon, petit à petit, notre pays va partir. Et c'est grave ce que nous sommes en train de vivre. C'était déjà planifié en avance. Donc, nous voulons les jeux, comme nous avons toujours dit, l'issue Nicolas, l'issue pour chasser ces gens ici, ces jouisseurs du pouvoir, pour que nous puissions récupérer notre pouvoir. Je vous remercie. J'aimerais quand même que l'honorable Kassekwa réponde à cette question-là directement, parce qu'il y a quand même à boire et à manger. Hein. Pour l'intention de nous tous, lire par exemple, voici ce que dit la Constitution de la République centrafricaine, l'article 67. La République peut, après référendum, conclure avec tout État africain des accords d'association ou de fusion comprenant abandon partiel ou total de souveraineté à vue de réaliser l'unité africaine. Ça, c'est la République centrafricaine. La République du Sénégal, l'article 124 dit ceci. La République de Côte d'Ivoire plutôt. La République de Côte d'Ivoire peut conclure des accords d'association ou d'intégration avec d'autres États africains comprenant abandon partiel de souveraineté à vue de réaliser l'unité africaine. L'article 96 du Sénégal dit ceci. La République du Sénégal peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté à vue de réaliser l'unité africaine. Et beaucoup d'autres pays, on les retrouve en Belgique et autres. Qu'est-ce qu'il y a autour de cette affaire? Le bureau de Félix prépare l'opinion à une opération frauduleuse de révision constitutionnelle. À l'écart de ce que Kabila avait fait en janvier 2011, à moins de 10 mois de la tenue des élections de 2011, la majorité de l'époque
s'est permis, contre billets d'argent, à supprimer le second tour de l'élection présidentielle par une modification de la Constitution. Vous aviez déjà suivi les chantres de l'Union sacrée parler du passage d'un mandat de 5 ans à 7 ans. Ils n'ont pas encore abandonné cette idée-là. Vous les avez suivis, il y a même d'eux parmi eux qui a déposé une proposition de loi portant à suppression des assemblées provinciales parce qu'ils s'estiment gênés de voir la plupart des provinces échapper à leur contrôle, étant donné que la passation du pouvoir par la fraude à l'issue des élections de 2018 ne leur avait pas permis d'avoir la majorité. Et donc, ils préparent l'opinion à accepter, à jeter l'anathème sur toute la Constitution, en manipulant la crainte de la balkanisation, alors qu'en réalité, celui qui est en train de travailler pour la balkanisation, Lumumba définissait clairement la balkanisation. Il disait, à chaque fois que l'on vous imposera des dirigeants que vous n'avez pas élus, c'est ça la balkanisation. Si le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda se sont mobilisés pour empêcher à l'Union africaine d'envoyer en janvier 2019 la commission chargée de faire les comptages de voix issus des élections de 2018, c'est parce qu'ils voulaient avoir à la tête de notre pays quelqu'un qui devait accomplir leur agenda tel que le secrétaire général a dit. Donc, soyons vigilants. C'est de la manipulation. Nous ne disons pas que tous les articles sont parfaits. Mais le motif et le moment pour lesquels le chantre du pouvoir évoque ces alibis-là n'est pas innocent. Et nous ne devrions pas ouvrir la brèche pour un nouveau tripatouillage de notre Constitution pour permettre à ce pouvoir fantoche de se maintenir le plus longtemps. Merci. L'heure est grave. Je me souviens en 1997, quand Ouvira est tombé, j'étais parmi les 3 personnes qui ont une résidence ambassadeur en Belgique pour protester parce que l'ambassadeur de Rwanda en Belgique, il est passé sur TV5 avec la carte du Congo pour démontrer qu'une partie de l'Est fait partie, selon l'histoire, de Rwanda. Chers camarades, s'il vous plaît. J'étais parmi les 3 premières personnes en 2097. Donc, Ezali fictionné. Et on est en train maintenant en phase de préparer l'opinion pour tout accepter en haut. Et Jean-Baptiste a dit, c'est pas pour rien Kamere, qui n'a aucun statut, s'est retrouvé à côté du président avec Obasanjo, et aussitôt Kamere a repris l'envol. Donc, la seule force qui existe à travers le monde, et le Congo l'a démontré déjà, c'est le peuple. Donc, comme il attend Oyo Fotote la main, c'est pas pour rien que ceux qui vont constater n'a distribué un bout de papier Oyo. Pour que Bino peut multiplier yango, pour distribuer yango à travers cellule na Bino, commune na Bino, quartier na Bino. Pour voyez que le président Fayulu est à la pointe du combat. Donc, Nengi Toye Awa Tozali, les hommes de mission
Donc, tant que zonga, le bout de papier aujourd'hui, il faut multiplier. Non, pour mon pays, na doit 2000, 3000, 5000, na multiplié papier pour na moutenir sous Atanga. Parce que quand le président Fayoulou avait fait le point de presse, il était la première personne à élever la voix. Et quand vous lisez ce papier, tout est dit. Tout est dit. Et c'était une façon d'attirer attention à Bissou. Donc l'heure est grave. Moutounio Soufou à s'impliquer. Seule la population peut arrêter. Vous avez vu en Afghanistan, 20 ans après, les jeunes gens ont tenu bon devant l'armée américaine. Voilà un peu. Et là, on a rien à dire. Merci. Oui, Madame Boka, nous insistons précis, concis. Merci beaucoup pour la parole. Je vais être très précis et concis. Je vais poser deux petites questions à l'honorable Asekwa. Honorable, chaque mardi, Toyakawa, au situation, il y a une sécurité, particulièrement à l'est de la République. Le Bakisami Kouamuntu et Bakisami le Soso Kouim. Makambo yo yebisaka biso toto solo la kawa. Ezalaka po biso to sala nango nini. Tozo yoka kaka, tozo yoka kaka. Je vous ai entendu ici, vous avez parlé d'une action ou des actions à l'est de la République. Le 25, le 26. Et vous avez même avancé une date, le 10 octobre. Nous sommes aux députés incidents, tout ça la nime. Est-ce qu'il faut tout ça là-bas dessin dans ma camboyo, tout chaque mardi, tout yakakaka awanamawa. Mais j'ai suivi le secrétaire général qui a dit que Lumumba est mort à l'âge de 36 ans pour l'indépendance. Pour que Congo soit prospère. Papa, chaque jour, tout le monde a un bon, nous avons merci. La question qui concernant l'insécurité, nous avons dit que l'insécurité au Ezali dans la partie est, mais nous avons posé question à honorable Kasekwa concernant l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Et sans moi exception, mais souffrez qu'on a posé quand même cette question. Honorable, Totanga qui na top Congo, personnellement, on a tanga na top Congo. Nous continuons à ville à Kinshasa à la police, à l'objet que la police à ville à Kinshasa et Zalaraka a droit à $20 000 chaque fin du mois pour occuper l'unité. Alors, Bazali incapable pour assurer sécurité, plus particulièrement pour Bundisa phénomène Kuluna. Est-ce que l'information est vraie? Deuxièmement, insécurité dans la ville de Kinshasa et Mati Makasi. Phénomène Kuluna est ampleur Makasi. Problème ya Kuluna ezali ndenge nini parce que elimwaki mais ezongi na ville ya Kinshasa et loko nini ezali que
Kuluna Ezonga en force. Et Yozali député national, Ozali en contact permanent na bandekonayo, députés provinciaux, il y a ville à Kinshasa. Est-ce que Bazali pour expliquer aux sources ya Kuluna na ville à Kinshasa na minute oyo ezali dû à quoi? En tout cas, ceux qui répondre et vous s'appelez Sapso Makassi. Voilà, donc on va donner la parole à l'honorable Kassikwa. Si le camarade Luc Malémé a un commentaire, un dernier commentaire, il le fera. Et puis on repassera en dernier lieu la parole au secrétaire général pour la conclusion. Honorable Jean-Baptiste, vous avez la parole. Alors, je vais commencer par la dernière question à propos de Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Je n'ai pas suivi la déclaration du commissaire de la police, mais ce qu'il dit à propos de maigres moyens mis à leur disposition pour fonctionner peut ne pas être faux. Non seulement la police en ville de Kinshasa, mais également à Lubumbashi, à Kisangani, à Kolwezi, à Goma, à Butembo, à Bunia. La criminalité urbaine prend une ampleur très très inquiétante dans toutes les villes de la RDC. Nous avons initié une commission autour de cette question à la commission défense et sécurité, autour de la criminalité en ville de Kinshasa et à Goma principalement. Et le Mumbai, c'était pour les 3 villes. Des recommandations avaient été formulées, adressées au ministre de l'Intérieur, mais malheureusement, ces recommandations tardent à être appliquées et nous avons failli dans la mission de contrôle. Ce que je peux peut-être dire à ce niveau, c'est-à-dire que à la séance prochaine, j'aurai consulté les rapports pour donner beaucoup plus de détails sur ce phénomène Kuluna à Kinshasa et apporter plus d'éclaircissement parce qu'aujourd'hui, je ne m'étais pas assez préparé là-dessus. Dossier Oyoya tuerie à l'Est, c'est d'abord que ça la descente sur le terrain pour connaître effectivement la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas élu de Béni, je ne suis pas élu de Rutshuru, je ne suis pas élu de Mambasa ou de Irumu, de Béni, Ituri ou de Butembo. Mais au regard de la gravité, il y a problème. Dans ça, là, quelque part, vacances parlementaires, moyen à Zonga na Goma, alors que Nayoki à Béni ça brûle, à Niltour ça brûle. Ce matin, moi j'appelais mon collègue Jean Bosco, je disais, mais comment nous pouvons rester indifférents? Toyoki que la maïndombe ça brûle, Nakwilu ça brûle, et nous restons tourner les pouces à Kinshasa sur le boulevard. On s'est fixé rendez-vous pour se rencontrer, mais mon souci c'est de voir est-ce qu'il nous est impossible de descendre à Kwilu et de comprendre, d'aider à dénoncer davantage les choses parce que nous aurons compris la réalité sur le terrain. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous vous informons, nous dénonçons pour mobiliser l'opinion parce que nous sommes en face d'un pouvoir de fraudeurs.
d'un pouvoir des complices. La seule arme pour arrêter leurs crimes, c'est la mobilisation populaire. Et c'est ce que nous faisons parce que la population ne peut se mobiliser que si elle est informée. Ça me permet de répondre à la préoccupation de Mwanamboka Clément Mouza. Alors, mais chaque mardi, Tozo Koutana, Kosolo la Likolo, il y a tuerie, il y a balkanisation. Pour quelle finalité? Naligni n'a rappelé dans quel contexte le Bureau national a pris la décision que Tokutanaka chaque mardi. Et Zalaki na réunion à Bureau national au Salamaki na Falten House. La réunion était présidée par le président élu Martin Fayulu. Nous avons comparé comportement d'Abisso Léo en 2022 alors que balkanisation est à plus de 80%. De comparer engagement d'Abisso Léo par rapport à Nini Tozalaki Kosala en 2012 lorsque M23 et Telemaki et Zubunagana le 7 juillet 2012 et Zuruturu le 8 juillet 2012 et Zurumangabo le 28 juillet 2012 et Kotina Kibumba et Ikokotana Goma le 20 novembre 2012. Na période wana président élu Martin Fayulu Azalaki coordonnateur, il y a force acquise au changement. Et dans ce cadre, force acquise au changement et ça là qui va campagne et à sensibilisation dans Kinshasa. Et à la suite de la campagne wana, on a vu les églises SCC 5 s'élever, s'engager également dans la mobilisation. Des manifestations et salamaki à Kinshasa. Les délégués des églises sont partis à tourner la diaspora dans la communauté Union européenne à New York pour dénoncer l'agression. Et en réaction, Tolandaki, Nengelini, le pays de l'Union européenne ont pris des sanctions contre le Rwanda. Le Canada, beaucoup d'autres pays ont suspendu leur appui au Rwanda et on a menacé le Rwanda de retirer les troupes du M23, les troupes rwandaises. C'est ainsi que ces troupes ont été retirées de Goma. Nous nous sommes opposés au schéma au Kabila Alinga qui a ça là, il y a dialogue. Baboya qui est FARDC et Beta Batoana. Baboya qui brigade d'intervention et contre Bitumba. C'est grâce à la pression internationale. Ganazalaki Nagoma, au bureau télécidé, je mettais les informations au tableau chaque jour pour dénoncer ce qui s'est passé, pour dénoncer les comportements ambigus de Monisco, et le soulèvement à Goma est parti du bureau télécidé. Pas de la part de nos membres, mais la population qui koya chaque jour Kotanga, ni tokomi na tableau. Un jour, se sont dit, mais finalement, Makambo, et c'est parti de là. Mon Tobo est Kotanga, na centre-ville à Goma, mais Jean-Baptiste, aux autres temps, on a évité que tableau n'a eu aussi bandit, soulèvement na miré. Il y a des choses là qui dans le quartier populaire à Goma, Babeka Kamire. Donc, na bureau au Salaki, je crois au mois de juin, à Fadenhouse, nous avons dit comparativement à 2012, les lots partis na biso et zo sala mosala wana lisusuté. Et en gros président après ça qui proposition na bureau ya Koloba. Est-ce que nous pouvons commencer la sensibilisation d'abord auprès des membres du parti chaque mardi
Ensuite, lors du congrès du parti à Kisangani, nous avons adopté résolution que chaque jour, tout ça, monitoring, il y a situation sécuritaire à travers tout le pays. Dans quel objectif? Dans l'objectif 1, que Bisobana Moka ya parti, to banaka ko sensibiliser na ba avenir, na ba quartier, na ba section na biso. 2, pour qu'à partir de la sensibilisation, on pour reprendre ba action et mobilisation, ndenge tozalaki kosala yango à 2012, pour que par ces actions, la situation change, la pression augmente. Est-ce que la sensibilisation n'est pas encore assez suffisante pour que tout bande action? Là, je voudrais lancer peut-être, laisser la balle au capitaine de l'équipe, le secrétaire général. Faudrait-il, combien de séances faudrait-il pour que finalement Toloba, Bissopé, to lancer mot d'ordre? Naloba qui a, nous avons consolo là, la société civile. La société civile à Bukavu a été la première à lancer le mot d'ordre et c'était un succès total aujourd'hui à Bukavu. Et je suivais interview à président de la société civile à Bukavu sur RFI, Natongo. À l'Obi, Bunagana c'est le Congo, Rutshuru c'est le Congo. Tokoki Kovanda Kenya na Bukavu alors que Bunagana sali 105 jours sous occupation. Lorsque la case du voisin brûle, tu ne peux pas rester tranquille. Et ici, ce n'est même pas la case du voisin, c'est notre case. La société civile, Balobi a synergie, en coordination avec société civile Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri, il projette pour les 10. Alors, on a commis à Soki, société civile à Kinshasa. Est-ce que cette société civile va emboîter le pas? Azalaki Kotoun à Boyalobi, alors qu'ils comprennent que l'objectif est un état de siège, c'est de lier les compatriotes de l'Est pour que la force régionale Wana ait comme force d'interposition, force tampon, pour que M23 et Zalalisou soient attaqués, va imposer pouvoir à Chilombo dialogue. Bakende ko signer lisusu ba accord oyo kozala ndenge moko na ba accord ya mixage ya 2007 accord oyo batona sima koboma basoldat na biso sima koboma ba population ya Rutshuru sima ko déplacer ba rebelle. À l'issue de ces accords, on va encore dire reconnaissance des grades na batouana. Leur intégration dans l'armée. Leur intégration, ils vont faire un remaniement gouvernemental d'ici là. Et même dans certaines entreprises publiques, qui déjà Makambouana. Donc on va les récompenser. Si on récompense par la reconnaissance à Bagrade, d'autres groupes armés de l'Ituri, Codeco, FRPI, FPIC, Zaï, Bakoloba, Biso Petro Signa, cahier de charge dans le pouvoir à Chilombo. Chilombo va promettre Bango que, à reconnaître Bagra, il vont dire, parce que vous venez de reconnaître les grades du M23 des agresseurs, alors nous aussi, vous devez reconnaître nos grades. Les groupes armés du Sud Kivu, du Maniema, du Tanganyika, du Nord Kivu vont dire la même chose. Et on va retourner à la case de départ pour détruire davantage l'armée. Devant ces dangers-là, est-ce que nous ne sommes pas encore assez sensibilisés pour que Tobanaka des actions? C'est l'action que mon amour Clément nous a
azotuna ngana pesi balle na capitaine et équipe pour que ayebisa biso. Bon, est-ce qu'il faut une veillée mardi prochain à la veillée de prière ici au siège? Parce qu'apparemment, alors la société civile d'ici là, le jeudi, l'Union sucrée va à nouveau proroger l'état de siège. Le vendredi, le fameux gouvernement a adopté le projet de loi. Basi Batindi a mon assemblée nationale pour que la nouvelle prorogation entre en vigueur à partir du dimanche 2 octobre entre FRDC et M23, pas de dialogue na bango. Donc sans pression, ils ne lèveront pas l'état de siège, sachant que dès que l'état de siège est levé, ils n'auront plus de justification pour empêcher de grandes manifestations. Donc, et la société civile s'est posé la question, mais est-ce que la société civile à Kinshasa ne peut pas nous aider pour empêcher ces gens-là de siéger? Bon, d'ailleurs, une société civile à Kinshasa est en dégainer. Bon, mais nous ne pouvons pas compter sur cela. Nous savons que ici, c'est nous qui avons toujours tenu la mobilisation. Donc, je laisse la question à notre appréciation. Sauf qu'après toutes ces séances, et c'est veillé ou néné. Bon, le capitaine avec le capitaine adjoint pourront nous dire qu'est-ce qu'il faut tout ça. Merci. Merci honorable. Voilà, donc le secrétaire général va devoir passer pour le mot de clôture. On va arrêter là pour aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Merci beaucoup, honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Voilà, donc, comme vous avez passé la balle au capitaine, le capitaine va transmettre la balle au commandant. Voilà, bientôt nous aurons une suite parce que la question nous concerne tous. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre journée de sensibilisation par rapport à la situation sécuritaire dans notre pays. Je voudrais juste dire un petit mot par rapport à la question de notre ami qui demandait le phénomène Kuluna. C'est le cas de Mwanamboka Mukina. Cher Mwanamboka, le banditisme urbain auquel on assiste dans toute la République, c'est le symbole de la faillite de l'État. L'État est dans un état déplorable. L'État a failli. Les missions traditionnelles de l'État, c'est la sécurisation et la protection des personnes et de leurs biens. Comme l'État a failli, ce même État a détruit la famille. La famille n'a plus le pouvoir d'encadrer, d'éduquer, d'instruire les enfants. Et là, on se retrouve dans une situation telle que un papa a creusé des trous dans sa parcelle. Et les trous sont remplis d'eau sale. Et les mares d'eau sale qui sont dans les trous commencent à produire les moustiques et les cancrelats. Mais papa a dit que à tout le monde dans le pango, il tondi et il a salité comme Kobota, il a mais il a vendu, sans que a pensé qu'il faut sécher Maïwana. Il faut que c'est ça pour Kundamabulu pour éliminer Maï. Mais il y a Vandeli comme Magabangungi n'a pas baissé. Mais il continue à reproduire.
ça la situation de notre pays. Vous avez un État qui a détruit la famille, et la famille continue à jeter le Kourouna dans la rue, et vous vous mettez à commencer à tirer, à arrêter le Kourouna sans arrêter l'hémorragie. Voilà pourquoi nous avons la mission de réhabiliter l'État, de réhabiliter la famille, pour que nous puissions mettre fin à ce phénomène. Vraiment, merci beaucoup. Terminons par là. Nous demandons aux membres du Bureau national, comme d'habitude, on se retrouve dans la salle pour des informations. Le président élu est au Canada. Il continue la série de rencontres publiques et privées. Et le 4 octobre, il va regagner les États-Unis. Va continuer ses contacts au niveau politique et au niveau de la société civile, de la diaspora congolaise, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il se rendra en Europe. Il va poursuivre ses contacts au niveau des autorités, de nos compatriotes qui vivent dans ces pays de l'Union européenne, afin de regagner Kinshasa, soit la fin du mois d'octobre ou le début du mois de novembre. Je vous remercie.